Bonjour à tous, vous m'entendez bien du coup, ouais. Si je parle trop fort, dites-le moi, hein, pas de souci. Du coup, merci de votre présence, merci beaucoup à toi Roger pour cette allocution vraiment inspirante. Et comme on en parlait tantôt, c'est vraiment le hasard fait bien les choses du coup, puisque je m'en viens juste après toi. Et vous allez voir qu'on a des thématiques assez communes. Du coup, je vais commencer ma présentation en vous posant une simple question. Est-ce que vous êtes déjà baladé en forêt? Sans doute. Je suis sûr que plus d'un d'entre vous s'est déjà retrouvé ébahi devant tous ces grands arbres et toute cette diversité végétale. En effet, ces espèces ligneuses sont fascinantes et intrigantes. Si intrigantes qu'on les connaît relativement bien. Voici un chiffre, 310 000. C'est le nombre d'espèces de plantes décrites en 2011. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas mal. Par exemple, pour les plantes à fleurs, cela représente 80 à 90% de toutes les espèces de plantes à fleurs connues. Ce qui représente pour toutes les plantes environ 100 000 espèces qui restent à décrire. Avec ces chiffres, on peut se dire, ben voyons, on les connaît bien nos forêts. Ce que je viens de dire là est totalement faux. Il reste encore énormément de choses à décrire, et la forêt est la maison d'organismes qui sont tellement diversifiés et qui ont un tel rôle dans les écosystèmes que c'est à peine imaginable. Voici un autre chiffre, 3 800 000. C'est le nombre d'espèces estimées de champignons en 2017. Et 90%, contrairement aux plantes à fleurs, ce n'est pas le pourcentage d'espèces de champignons connues et qu'on a décrit, non. C'est le pourcentage d'espèces de champignons qui restent à décrire et à découvrir. Ce qui fait environ 3 652 000 espèces. Ce qui est pas mal, en effet. Mais si vous n'arrivez pas à vous le représenter, parlons un petit peu argent. Si par exemple, on investissait 12 000 $ par espèce pour les décrire, et qu'on voulait décrire toutes les espèces de champignons, ça nous prendrait 43,4 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est toujours moins que ce qu'Elon Musk a dépensé pour acheter Twitter. Bon. Pourquoi il y a une telle différence entre les champignons et les plantes? Les champignons sont en réalité des organismes très compliqués à étudier. Si vous vous baladez en forêt, comme ce gars-là, et vous tombez sur un champignon, vous allez voir ça. Hop là. Une fructification, ce qu'on appelle. En réalité, ce que vous voyez là, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le reste du champignon, quant à lui, se trouve dans le sol, sous nos pieds, sous forme d'un immense réseau de filaments microscopiques que l'on appelle mycélium. Et en plus, toutes les espèces de champignons ne font pas forcément des fructifications. Il y en a qui vivent tout simplement sous forme de filaments dans le sol ou de petites cellules qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Même pas avec une loupe. Il faut utiliser un microscope pour les observer. Pour vous donner un ordre d'idée, le diamètre d'un filament de champignon, en moyenne, c'est 10 micromètres. Qu'est-ce que ça représente? C'est 50 000 fois plus petit qu'une rondelle d'érable à sucre, pour vous dire. Donc vous voyez, les champignons initialement sont microscopiques, mais ils peuvent produire des structures qu'on voit à l'œil nu, et des fois ils s'étendent sur des distances tellement grandes que c'est à peine impossible, de se l'imaginer. Prenons l'exemple de l'armillaire d'Ostoya. C'est un champignon qui a été par exemple observé au Michigan, et ce champignon-là, cet individu-là, les chercheurs ont estimé son âge à 2500 ans. C'est 1000 ans plus vieux que le Touya qui est au lac du Parquet. Et ensuite, ils ont regardé sur combien d'hectares il s'étendait, le filament dans le sol, 75 hectares. C'est 300 fois la superficie du campus dans lequel nous sommes. Et pour finir, ils ont essayé de quantifier son poids, de l'estimer, sa biomasse. 400 tonnes, c'est 80 fois à peu près le poids d'un autobus de Killier. Bon. Donc vous voyez, et en plus, si on rajoute à ça le fait qu'ils sont partout, on les retrouve au fond des océans, on les retrouve même dans les roches volcaniques, dans les glaciers, et en plus ils sont indispensables au fonctionnement, à la structure et à la santé des écosystèmes, notamment forestiers. Et en plus, récemment, on a développé de nouveaux outils qui permettent d'améliorer leur détection et leur identification, je pense notamment aux moléculaires. Et malgré tout ça, il y a un réel manque de connaissances sur leur écologie et leur diversité. Normalement, quand je parle de ça, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est les écosystèmes tropicaux. C'est là-bas où il faut aller, où il y a toutes les espèces à décrire, une biodiversité incroyable, c'est vrai. Mais on parle trop peu également des écosystèmes boréaux, et notamment des forêts boréales. Hop là, ah oui, pardon, excuse-moi, hop là, dans l'inverse. Les forêts boréales, notamment québécoises. Voici la carte d'une des plus grandes campagnes d'échantillonnage des champignons du sol à date. Et vous voyez que si on fait un zoom sur le Québec, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est le désert, un peu. Et c'est encore plus le désert si on s'intéresse à des peuplements qui se développent des forêts sur des substrats très particuliers qu'on appelle les esquerres.
Normalement, quand je vous dis esker, la première chose à laquelle vous pensez, c'est ça. C'est SK, qu'on connaît très bien, ça fait la fierté de notre région, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue scientifique, les eskers, on connaît très peu de choses, notamment au niveau mycologique. Très très peu de choses. Moi, je trouve que c'est un gros paradoxe, quand même. Ils sont si importants, mais pourtant si peu connus. Alors on peut légitimement se demander, la biodiversité en champignons sur les eskers, est-ce que c'est un enjeu de protection, de conservation? La réponse est oui, d'autant plus que les eskers sont exploités pour la ressource en gravier en sable, l'eau, et notamment les peuplements de pin gris pour leur bois. Donc on a des champignons qui sont importants, peu connus et menacés. Bon, une des possibles outils, réponse à tout ça, c'est l'aménagement écosystémique. C'est-à-dire aménager nos forêts en prenant en compte notre impact sur l'écosystème. C'est un changement de paradigme, une alternative aux coupes totales, et les coupes partielles sont révélées être un bon outil pour atteindre cet objectif. Mais il reste encore énormément de choses à décrire et à voir concernant les eskers, les pin gris, l'impact sur la diversité en champignons globale et ses effets dans l'espace et dans le temps. Et c'est là que mon projet de recherche intervient. Ma question de recherche, elle est très simple. Quelles sont les communautés fongiques qu'on a dans les forêts d'eskers d'Abitibi? Et mon objectif, c'est d'évaluer l'ensemble de la communauté fongique en passant par les champignons du sol et les fructifications, qu'on appelle aussi macromycètes, dans un contexte d'exploitation forestière. Le terme évaluer est un petit peu large. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je rentre là-dedans. Il y a plein d'affaires. Notamment, qu'est-ce que ça veut dire évaluer? Ça veut dire comment ou pourquoi. Comment, c'est-à-dire comment est la diversité en champignons que je suis en train d'étudier, sa composition, sa structure. Mais si je fais ça et que je ne dis pas où elle est, où est cette diversité, cette structure, ça ne sert à rien. Et ensuite, pourquoi? Pourquoi je retrouve telle communauté ici et pas là? C'est ces trois questions qui vont structurer toute ma recherche. Les trois premiers chapitres, en fait, c'est l'évaluation du système initial. C'est-à-dire, on arrive sur l'esker et on regarde qu'est-ce qui se passe, on décrit. Et ensuite, on va essayer de voir sa réponse face à une perturbation, notamment les coupes forestières. On le fait dans ce sens, puisque ça ne ferait pas réellement de sens si on le faisait dans l'autre sens. Justement, il faut évaluer le système initial avant de voir comment il fluctue. Je vais faire un petit zoom rapide sur chaque chapitre. Vous allez voir, premier chapitre, on arrive sur l'esker et on regarde qu'est-ce qui se passe dans le sol. Mais le sol, ce n'est pas une grande maison homogène. Non. Comme une maison, le sol a différents étages. Et dans chaque étage, on retrouve certains types de champignons. Moi, je vais regarder comment les communautés fongiques se distribuent en fonction de ces étages dans le sol. Donc en fait, c'est un petit peu comme dire, dis-moi dans quel horizon tu habites et je te dirai qui tu es, pour résumer. Ensuite, chapitre 2, on se concentre sur les fructifications, les macromycètes. On va essayer de décrire la diversité globale sur l'ensemble des eskers d'Abitibi, puisqu'il n'y a pas uniquement Saint-Mathieu, baie de Berry, comme esker, il y en a d'autres. Donc c'est un projet de grande envergure, on va caractériser les champignons par plein d'affaires et on va essayer d'expliquer tout ça par des facteurs environnementaux et l'aspect spatial. Et tout ça va se baser sur une grosse campagne d'échantillonnage d'environ 4 ans, plus pourquoi pas la création d'un petit guide. Big up à toi, Roger. Du coup, ensuite, pour donner encore plus de poids à notre évaluation du système initial, c'est bien beau de décrire, mais aussi comparer. Comparer avec ce qu'il y a à côté. Et qu'est-ce qu'il y a à côté des eskers? De l'argile. Qu'est-ce qu'il y a à côté des pin gris et qui est tout aussi dominant? L'épinette noire. Donc, dans ce troisième chapitre, on va faire des eskers versus argile, pin gris versus épinette noire, et voir du coup comment les communautés du sol et macromycètes sont influencées par ces deux facteurs-là. Et ensuite, en se basant sur tout ça, on a caractérisé l'état initial, à gauche, et on va voir, quand on applique différents traitements sylvicoles, comment cette diversité, dans le sol et les macromycètes, comment elle va varier, tout simplement, dans le temps. Et voir si les coupes partielles sont en réalité un si bon outil pour l'ensemble de la communauté, dans l'espace et dans le temps. Quelles sont mes contributions? C'est améliorer nos connaissances écologiques et taxonomiques sur l'ensemble des champignons des forêts d'eskers d'Abitibi et mieux comprendre les effets des coupes forestières sur tout ça. Et dans une perspective de protection et de conservation, puisqu'en effet, pour protéger et conserver, il faut savoir qui on protège, les champignons, la diversité, et ensuite pourquoi, parce qu'il y a un impact des perturbations. Et c'est après avoir fait ça que l'on peut ensuite dire comment on va conserver. Donc pourquoi pas un aménagement forestier basé avec un poids des champignons dans les prises de décision d'aménagement forestier au Québec. Donc tout mon projet va apporter une petite pierre à l'édifice, un édifice énorme, parce qu'il reste encore énormément de choses à faire. Par exemple, la plupart des échantillonnages seront faits en été, mais il y a aussi des champignons en hiver, je vous le dis. Ensuite, l'influence de la forme de l'esker, puisque l'esker n'est pas plat.
Et ensuite, il y a des forêts, mais il y a aussi les lacs, les escarres, il ne faut pas les oublier, et aussi l'importance de l'ethnomycologie. Et plein d'autres choses, c'est la folie. Et donc, on ne pouvait pas laisser tout ça sans que ce soit un petit peu organisé. On a voulu rassembler tout ça sous un seul et même projet que je vous dévoile aujourd'hui, qui est le projet Esquerre-Fonga, qui est un projet assez ambitieux qui vise à étudier du coup l'écologie, la taxonomie, l'évolution des champignons dans les écosystèmes forestiers, dans un contexte de perturbation naturelle, anthropique et de valorisation des savoirs autochtones. Donc c'est un projet d'assez grosse envergure pour essayer d'avoir des champignons pour mieux les connaître, mieux les protéger et mieux les valoriser. Merci beaucoup pour votre attention.